expulsion des Congolais. Mais je l'ai dit. Que devrait faire le gouvernement congolais? Ben, le gouvernement congolais, je l'ai dit, il doit appliquer la réciprocité. Il doit d'abord, je pense qu'il doit rappeler l'ambassadeur du Congo Kinshasa qui est à Brazza. Il doit le rappeler pour montrer au Congo Brazza que le Congo n'est pas d'accord par rapport à cette situation. Est-ce que Gisèle Mandaïla a l'ambition présidentielle na Congo, lobby okuma mokozi na Congo, tout le monde va beaucoup appeler cette crise ali batie basi. Est-ce que bazo préparer yo mo oza ambition un jour oza mokozi na Congo, moi c'est Bosso na Congo président? Oh là là, mon Dieu, quelle question. Micro pasteur Bobo eza boye akitoko penza vraiment bino tout bolandaka penza micro pasteur Bobo émission kitoko eloka sukali eloko kitoko penza yeah. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes ici à Bruxelles. Nous sommes encore avec Gisèle Mandaïla. Gisèle Mandaïla que vous aimez tant, elle est avec nous. Mais l'émission sera bilingue. Bonjour Gisèle Mandaïla. Bonjour. On vous suit partout à travers le monde. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous allez bien? Je vais très bien et j'espère que toutes les personnes qui nous suivent vont aussi très bien. Merci beaucoup. Quand vous avez été nommé secrétaire d'État, il y a une phrase qui nous a marqué. Vous avez dit un petit pas, mais un grand pas. Oui, en effet, j'ai paraphrasé Neil Armstrong qui, lorsqu'il a marché sur la Lune, a dit que c'était un petit pas de l'homme, mais un pas des géants. Donc j'aime dire cette phrase. Pourquoi? Parce que des petits pas que chacun fait dans la vie ou dans des actions, c'est généralement des pas des géants parce que ça permet comme ça d'arriver à changer le monde, à faire bouger les choses. Donc voilà, je l'avais dit dans le contexte de ma nomination en tant que première femme noire à être ministre en Europe. Donc je me disais que c'était un petit pas, un pas de géant. Pourquoi? Parce qu'après ça, on a vu qu'il y a eu d'autres femmes ministres noires. On a eu Sabuni Nyamko en Suède, on a eu Ramayad en France après, et puis aujourd'hui on a eu Taubira qui est revenu, Madame Kienge. Donc voilà, c'est des petits pas qu'on a essayé de mettre en place, mais c'était des pas des géants parce que au niveau de la Belgique, on a vu qu'aujourd'hui on a des sénateurs, on a des députés, on a une députée fédérale, on a des députés provinciales, on a des conseillers communaux, des échevins. Donc voilà, le petit pas qu'on avait fait, en tout cas que le FDF avait fait par rapport à ma personne, c'était un pas de géant pour la communauté noire. Et aujourd'hui, la Belgique a-t-elle régressé ou progressé par rapport à l'intégration? Non, je pense que la Belgique a progressé, surtout en termes de représentativité politique. Pourquoi? Parce qu'en 2000, si je me souviens bien, quand on a commencé, on était 4. Il y avait Bertha Mapaka, Mijane pour le CDH, Dora Ilunga pour le PS, première femme échevine. Et puis il y avait moi-même comme conseillère communale et conseillère de police. Et puis après, au fil des années, au fil des campagnes, on a vu qu'il y a aujourd'hui plusieurs candidats d'origine étrangère, enfin d'origine noire, puisqu'on est dans ces cadres-là. Il y a plusieurs candidats d'origine étrangère qui sont aujourd'hui, qui occupent des mandats de haut niveau, que ce soit au Parlement fédéral, au Sénat, au Parlement bruxellois, au Parlement wallon, ainsi que dans les communes, comme je viens de le dire. Donc je pense qu'il y a eu une progression par rapport à ça, parce que le nombre des conseillers communaux ont augmenté. Et voilà, il suffit de regarder les listes électorales. Aujourd'hui, il y a énormément de candidats noirs, la majorité des candidats d'origine congolaise qui sont sur ces listes-là. Donc je me dirais que en termes d'intégration et de visibilité politique, oui, nous y sommes, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, il faut faire mieux, comme on dit, on peut mieux faire. Alors j'invite en tout cas les téléspectateurs qui nous regardent à nous donner plus de voix pour qu'on fasse mieux, parce que cette intégration ne se fera pas dans un sens, je pense que ça doit se faire dans deux sens, tant les pouvoirs publics doivent mettre en place tous les moyens pour pouvoir permettre à ces populations
d'intégrer le monde politique, mais tant de notre côté aussi de faire cet effort d'élire aussi des candidats d'origine étrangère pour pouvoir représenter, travailler dans cette mosaïque qu'est la Belgique et représenter de manière spécifique, avec des spécificités différentes, tous les citoyens qui composent la Belgique, en l'occurrence surtout à Bruxelles, où on sait que plus ou moins 40 à 48% de la population est d'origine étrangère, donc il faut nécessairement qu'il y ait toutes ces forces, toutes ces personnes-là, toute cette représentativité soit aussi au niveau des parlements. Mais en termes d'autres choses, en termes d'emploi, on en reviendra sûrement, en termes d'emploi, en termes de logement, en termes de discrimination, bon, je peux dire que non. Il y a peut-être une stagnation par rapport à l'intégration. Parlons actualité. Aujourd'hui, les Congolais de la diaspora sont vraiment très mobilisés par rapport à ce qui se passe à Brazzaville. Vous le savez, on a expulsé des Congolais dans des conditions vraiment inhumaine. Votre réaction quand vous voyez cela? Je vais lier un peu ça à ce qui s'est passé à l'aéroport. Vous savez, on a expulsé notre sœur congolaise, là, on voulait l'expulser dans les non-respects de droits de l'homme et dans des conditions inhumaines. Et je me suis levée pour dénoncer ces faits. Donc, il en va de même pour Brazzaville, pour les Congolais qu'on a expulsés des Brazzaville. Donc, je m'insurge face à cela. Bon, si on veut renvoyer les Congolais chez eux, je pense que Brazzaville et Kinshasa, ce sont les capitales les plus proches au monde. C'est à 5 minutes, Brazzaville est à 5 minutes de Kinshasa. Je pense qu'il y avait d'autres manières de pouvoir le faire. Et donc je m'indigne par rapport à cela. Et je demande aussi éventuellement au gouvernement congolais de pouvoir faire le nécessaire pour éclaircir un peu cette situation. Et le cas échéant, appliquer la réciprocité, mais toujours dans le respect et les respects des droits de l'homme et la dignité humaine, pour que, je pense à un moment donné, que Congo-Brazza puisse comprendre que le geste qu'il a fait n'est pas digne d'un état de droit et irrespectueux envers un peuple ami. Donc oui, de la même manière, je m'insurge et je pense qu'avec le collectif des femmes congolaises pour la paix et la justice, nous allons y travailler, mais calmement, on va prendre le temps de réfléchir, d'analyser la situation et de pouvoir interpeller ainsi l'ambassadeur de Congo-Brazzaville, M. Menga, et l'ambassadeur du Congo-Kinshasa pour savoir quelles ont été les mesures prises par la RDC par rapport à sa population qui a été expulsée de cette manière. Mais les gens se posent des questions. On ne voit pas les collectifs de femmes. Non, les collectifs des femmes existent. Je ne sais pas si vous voulez le voir comment. Nous travaillons, nous faisons du lobbying. Donc, à partir du moment où nous faisons du lobbying, nous n'allons pas nous exposer à tout vent. Je pense qu'il y a un travail qui doit se faire de manière stratégique et dans le cadre d'une réflexion. C'est ce que nous faisons depuis longtemps. Je l'ai dit souvent, nous sommes dans les couloirs de l'Union européenne, nous sommes dans le couloir du Parlement, c'est le terme même du mot lobbying, c'est-à-dire aller, lobby ça veut dire couloir, aller dans le couloir, aller interpeller lorsqu'il faut. Il faut le faire parce que tout ne doit pas nécessairement sortir au grand jour. Mais le collectif des femmes congolaises existe. Nous avons rencontré Renders, nous avons rencontré M. Mova lorsqu'on a pris Goma. Et par rapport aux questions qui touchent les femmes au niveau des violences faites à la femme et des viols utilisés comme armes de guerre, nous y travaillons. Nous sommes connus. On est quand même, il y a des associations, des femmes qui nous soutiennent, telles que l'Union des femmes africaines, d'autres communautés qui nous soutiennent. Donc on est connus au niveau des instances publiques, là où on doit aller agir. Et je crois que certains médias nous connaissent aussi, mais encore faut-il que les médias aussi viennent vers nous. Nous, notre travail, ce n'est pas de faire du sensationnel, d'aller vers des médias pour dire voilà ce qu'on a fait, pour qu'on dise voilà ce qu'on a fait. Non, nous, notre travail, c'est un travail de lobbying et nous le faisons là où cela doit se faire. Les personnes qui ont besoin de nous rejoindre, il n'y a pas de souci, nous avons un site, nous sommes sur le net, nous sommes sur la toile, donc cliquez le collectif des femmes congolaises pour la paix et la justice, vous verrez ce que nous faisons. Donc nous existons, nous sommes visibles, mais à chacun d'aller chercher l'information. Mandaïla, les Belges vous appellent Mandela, vous avez été secrétaire d'État, vous avez siégé au gouvernement fédéral. Que devrait faire le gouvernement congolais face à cette situation, selon vous? Quelle situation? Expulsion des Congolais. Mais je l'ai dit. Que devrait faire le gouvernement congolais?
Ben, le gouvernement congolais, je l'ai dit, il doit appliquer la réciprocité. Il doit d'abord, je pense qu'il doit rappeler l'ambassadeur du Congo Kinshasa qui est à Brazza. Il doit le rappeler pour montrer au Congo-Brazza que le Congo n'est pas d'accord par rapport à cette situation. Deuxièmement, il doit demander des explications en République du Congo, au Congo-Brazza. Et puis, le cas échéant, si ce n'est pas clair, appliquer la réciprocité, c'est-à-dire aussi peut-être renvoyer les Congolais de Brazza qui sont dans une situation illégale au niveau du Congo, les renvoyer, mais comme j'insiste encore, dans la dignité et dans le respect des droits de l'homme. Nous rappelons que le 25 mai 2014, ici en Belgique, les Belges vont aller voter. Et parmi les gens que nous allons voter le 25, il y a Gisèle Mandela. Aujourd'hui, on va vous poser des questions par rapport aux vrais problèmes. Il y a un problème qui touche notre communauté. On parle par exemple pour la discrimination à l'embauche, l'emploi. Notre communauté est victime de discrimination, ou la communauté africaine en général, discrimination à l'embauche. Quel est votre programme? Quel est le programme de votre parti par rapport à l'emploi, par rapport à la discrimination à l'embauche qui touche notre communauté? Vous savez, c'est pas nouveau, hein, la question des discriminations par rapport à mon parti. C'est vraiment un combat que nous menons depuis longtemps, depuis que le FDF est là, en tout cas depuis qu'on a relevé ces problèmes. Moi-même, en tant que parlementaire, je n'ai cessé d'interpeller, bien que je ne sois pas dans la commission des affaires économiques, je n'ai cessé d'interpeller par rapport à cette problématique. Donc, j'ai interpellé les ministres d'Emploi pour savoir, les populations d'origine étrangère, en l'occurrence les populations noires, subsahariennes et fatalement les populations congolaises vivent les discriminations à l'embauche. Et bien voilà, quelles sont les mesures qui sont mises en place pour essayer d'endiguer ces phénomènes? On parle souvent, les réponses qui nous ont été données, c'est que on parle du label du plan diversité, mais malheureusement, l'effectivité de ces plans n'est pas mise en place. Donc on interpelle par rapport à cela. Et des pistes de solutions au niveau des FDF, c'est par exemple permettre à ce que lorsque l'on rencontre, lorsque un Africain vient en interview, parce que c'est plutôt là qu'il y a le problème, lorsque les CV sont envoyés, ils sont repris, mais c'est au moment des interviews que se posent des problèmes. La personne peut bien répondre, mais quand il arrive à la fin, on dit non, la personne n'a pas bien répondu, aucune preuve. Donc au niveau des FDF, nous demandons à ce que qu'il y ait éventuellement un membre de jury indépendant qui vient du Centre pour l'égalité des chances, qui assiste à cet entretien pour voir si tout a été respecté et que la personne était bien cotée, que la personne puisse avoir l'emploi. Je pense que c'est la première des choses. Et aussi, les personnes d'origine étrangère subsaharienne rencontrent des difficultés par rapport à l'utilisation de la langue. Et donc je pense qu'il faut renforcer aussi... Bruxelles est bilingue. Oui, tout à fait. Il faut parler néerlandais et français. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord au FDF que Bruxelles est bilingue. Mais ce que nous prônons, c'est le bilinguisme des services. C'est-à-dire que permettre d'abord à une personne qui a un diplôme, par exemple, de comptabilité, qui n'est pas en contact avec la clientèle ou même les fournisseurs, mais qui est en contact avec des chiffres, qui travaille avec des chiffres, qui fait des analyses, cette personne n'a pas nécessairement besoin de parler néerlandais, mais il doit connaître le néerlandais élémentaire, le néerlandais des bases, pour le cas échéant, si jamais il y a une question en néerlandais, qu'il puisse éventuellement, ne fût-ce qu'avoir un temps de réponse pour orienter l'interlocuteur néerlandophone vers un collègue néerlandophone. C'est ce qu'on appelle le bilinguisme des services. Donc, connaître les rudiments de la langue, et après ça, une fois que la personne est en entreprise, et il y a des chèques langues. Donc, à ce moment-là, commencer maintenant à favoriser, à lui donner les chèques langues pour qu'il puisse suivre des cours de néerlandais, et vice-versa pour les néerlandophones bruxellois qui ne maîtrisent pas le français. Donc, le bilinguisme des services est très important. Donc, ça ne doit pas être un frein, et il faut d'abord travailler à la compétence par rapport à l'emploi et non pas par rapport à une discrimination des citoyens. J'écoutais Madame Frémaux qui parlait lors d'une interview
qui parlait des discriminations, c'est l'actuel ministre de l'Emploi, qui parlait des discriminations à l'embauche, mais à ma surprise, elle n'a cité que les Marocains, disant qu'il faut mettre en place des mesures spécifiques par rapport aux Marocains. Mais elle a oublié toute une frange de la population, c'est-à-dire la population noire. Donc là, je pense quand même qu'il y a un travail à faire pour dire que voilà, la discrimination, oui, ça existe tant pour les Marocains, pour les Turcs que pour les Noirs. Et ce sont les Noirs qui les vivent encore plus parce que nous avons une couleur de peau qui est différente. Et donc, si on met en place des politiques pour les Marocains, il faut aussi mettre en place des politiques pour les personnes noires. Et à cet effet, j'ai aussi beaucoup interpellé sur l'entrepreneuriat des populations d'origine étrangère parce que ça permet aussi de sortir du marasme économique dans lequel se trouvent les Congolais ou les Noirs. Ça permet de sortir du chômage. Mais il faut des subsides. Ah non, l'entrepreneuriat privé ne nécessite pas des subsides. Par exemple, vous avez quelqu'un qui a envie de créer son entreprise. Vous savez, nous avons nos mamans qui ouvrent des magasins, des restaurants, mais en même temps, ils font faillite. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de gestion. Donc, c'est que moi, j'ai interpellé et ce que j'ai demandé au ministre, c'était de mettre en place des guichets spécifiques, des guichets uniques qui expliquent à ces mamans-là qui font le suivi, par exemple, pour les personnes qui veulent s'engager comme entrepreneurs, peut-être dans la langue du pays, enfin la langue utilisée plus souvent par ces populations. En Flandre, ça existe, hein. Il y a des guichets uniques qui expliquent en turc et qui expliquent en anglais et tout ça. Mais je pense qu'il faudrait faire la même chose à Bruxelles. Il faudrait à tous les mois mettre une personne qui parle peut-être le lingala ou le swahili, qui expliquerait, ou en wolof, parce que quand même, dans toute l'Afrique de l'Ouest, on parle plus le wolof, mais qui expliquerait dans ces langues-là, quand quelqu'un vient, voilà les conditions, de donner tous les renseignements pour que la personne puisse bien mener son entreprise. Il y a aussi toute la problématique du microcrédit, où on demande aussi qu'une personne qui a envie d'ouvrir une entreprise et qui sollicite un crédit, et si jamais la personne est au chômage, c'est de permettre à ce que cette personne garde son allocation de chômage en combinant avec le crédit pendant un temps. Ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, le temps que la personne puisse se retrouver, parce que une fois que vous ouvrez votre entreprise, vous étiez au chômage, donc vous n'avez pas encore engagé les bénéfices, que vos allocations sont coupées et vous ne savez pas comme ça vivre. Donc on a demandé tout cela et je pense qu'il faut étudier ces genres de... faut mener une réflexion par rapport à ces genres de projets pour permettre à ces gens de pouvoir sortir du chômage et créer de l'emploi. Donc je pense que pour lutter contre les discriminations, ça passe aussi par la formation de nos jeunes, savoir aussi qu'à Bruxelles, pourquoi est-ce qu'il y a le taux de chômage élevé, surtout chez les populations d'origine étrangère, c'est parce qu'il y a une sous-qualification de cette population. Donc il faut aussi mettre l'accent sur la formation, avec les liens en entreprise. Il faut aussi, au niveau, par exemple, des stages, permettre à faire en sorte que les entreprises puissent, ou plutôt faire en sorte que les écoles puissent demander des stages. Parce que nos enfants noirs, quand ils demandent des stages, ils ont du mal à trouver des stages. Parce que les écoles refusent, entre guillemets, par rapport au racisme aussi. Et alors, je pense qu'il faut que les écoles fassent des demandes pour que nos jeunes trouvent des stages. Donc c'est important de travailler sur la formation en amont, de travailler sur l'enseignement primaire et secondaire et qu'on ne renvoie pas les élèves dans des filières de relégation qui ne leur permettent pas, in fine, de trouver un travail ou un emploi décent. Vous parlez des jeunes, il y a un sérieux problème chez les jeunes. Si on touche le décrochage scolaire, c'est vraiment élevé chez nos jeunes. Il y a la délinquance. Qu'est-ce que Mandaïl a déjà fait et qu'est-ce que vous proposez? Bon, première chose, je suis parlementaire, je ne suis pas au gouvernement, je suis parlementaire. Donc en tant que parlementaire, notre rôle est d'interpeller les ministres, de suivre le programme, de contrôler... Interpeller et proposer des lois. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Donc c'est d'interpeller, c'est de faire des propositions des lois et surtout de contrôler les travaux de l'exécutif, c'est-à-dire les travaux du gouvernement. Donc en tant que parlementaire, qu'est-ce que j'ai fait par rapport aux filières, à la relégation de nos élèves? Il faut savoir aussi que la Belgique est compliquée. Ce n'est pas en région wallonne, en région bruxelloise que se traite cette matière de l'enseignement. Ça se traite au niveau du Parlement de la communauté française dans lequel je ne siège pas. Mais néanmoins, nous avons interpellé sur
toutes ces questions des relégations de nos enfants dans des filières peu qualifiantes. Je vous ai parlé tout à l'heure de la question de la formation qualifiante qui donne accès à l'emploi, mais aujourd'hui on remarque que quand un enfant a des difficultés à l'école, ça peut être des difficultés passagères, sans même qu'on ait pu étudier la question, on renvoie directement au professionnel. Non pas que le professionnel soit mauvais, mais on renvoie directement alors que bon, finalement l'enfant c'est ça un peu frustré et s'est dit bon je suis nul, alors que non, il faut mieux orienter ses élèves en fonction des filières qui sont porteurs à l'avenir d'un emploi peut-être certain. Donc on a interpellé et la proposition de FDF par rapport à ça, comme je vous ai dit, c'est nécessairement améliorer le niveau de qualification pour ces élèves-là et aussi favoriser les liens, comme je l'ai dit, entre la formation et les entreprises. Ça permet aux élèves de mieux comprendre et de ne pas décrocher. Et aussi, une des propositions, c'est aussi travailler avec des parents, parce que faire un suivi aussi des parents qui sont aussi en décrochage. Il y a un décrochage parental qui existe, qui est énorme dans notre communauté. Les parents ne suivent pas non plus les enfants. Je pense qu'il faut créer comme ça des lieux de réflexion au niveau peut-être des écoles, des lieux de réflexion avec des parents, faire le suivi des parents d'abord pour voir pourquoi est-ce que l'élève est en décrochage, faire le suivi des parents, ça permettra ça permettra de rehausser le niveau et de voir autrement. Voilà un peu les propositions que nous faisons en matière des relégations dans des filières professionnelles et pour lutter contre les décrochages scolaires. En matière de délinquance, bon, j'ai travaillé beaucoup au niveau du Parlement, j'ai beaucoup interpellé le ministre président qui est en charge en fait la question de cette question-là par rapport au phénomène des bandes urbaines. Donc je pense qu'aujourd'hui ce qu'il faudrait c'est mettre plus de moyens en amont au niveau des associations qui travaillent avec ces jeunes-là pour mieux comprendre, pour faire le suivi de ces enfants avant qu'ils n'arrivent à être des délinquants. La solution elle ne réside pas uniquement dans le judiciaire, parce que aujourd'hui, au niveau de Bruxelles, par rapport à ces phénomènes de bandes urbaines, c'est traité directement au niveau du parquet, c'est traité directement au niveau de la justice. Mais je pense qu'en amont, il faut faire de la prévention. Donc, il faut mettre beaucoup plus de moyens dans les contrats de quartier. Il faut mettre beaucoup plus de moyens dans les projets de cohésion sociale. Et dans ces contrats de quartier aussi, je pense qu'il faut avoir les systèmes des mentoring, c'est-à-dire d'avoir des espèces de tuteurs qui viennent, des tuteurs peut-être de telle communauté qui essaient de suivre ces jeunes-là, qui comprennent mieux leurs problèmes. Et donc ça suppose qu'il faut mettre des moyens. Il faut travailler au niveau local, au niveau des communes, donc en lien avec la région. Et comme je l'ai dit, mettre beaucoup plus de moyens pour soutenir des associations qui travaillent avec ces jeunes. Mettre beaucoup plus de moyens, nous savons que les jeunes issus de l'immigration aiment beaucoup plus le sport. Aujourd'hui, on voit la Belgique a des compagnies, Lukaku ou les autres. Mais pour faire du sport, les parents doivent débourser plus de 300 €. C'est quand même cher. Ah non, je crois que c'est un prix normal. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Les sports, pour qu'on le pratique, les sports, il faut payer. Ce n'est pas un sport pratique dans la rue. Les sports, il y a des infrastructures, il y a des salles à payer, tout ça. Le montant payé, c'est 300 € sur l'année. Donc ça suppose que... Mais non, quand les parents sont au chômage, il y a des réductions. Il y a des réductions. Ça, il faut quand même reconnaître qu'au niveau de la Belgique est un pays qui a une solidarité envers les plus fragilisés de la population. Donc, par rapport aux parents qui sont au chômage, qui ont des difficultés, il y a des possibilités d'avoir des compléments par rapport à ça. Il y a eu à l'époque ce qu'on appelait les chèques sport. Malheureusement, on l'a retiré. Mais il y a eu tout cela. Mais en même temps, ils ont besoin de faire du sport. Oui. Mais au niveau des communes, il y a aussi de moyens qui sont mis en place pour aider ces enfants à pratiquer les sports. La commune à Etterbeek est différente quand vous venez de la commune que quand vous venez ailleurs. Vous direz, 300 € d'un coup, c'est énorme. Mais en même temps, je pense que nous avons une responsabilité envers nos enfants. Ils sont peut-être confiants et tout ça. Mais nos parents, l'allocation complément, mais qu'est-ce que nous faisons de ces allocations? Maman a bu sur bijoux. Papa n'a plus la masanga et tout ça. Non, c'est l'argent pour l'enfant d'abord. Alors la première des choses à faire, vous savez qu'on reçoit ça chaque mois. Mais commencez à économiser. Si le sport c'est 300 € par an.
commençons à économiser 30 € par mois, le week oyo, et ça pour le sport, il y a moins. Comme ça, tant au comme en septembre, il faut abandonner le sport, tu as totalisé montant d'ailleurs, tu ne sentiras pas ça. C'est aussi un problème de gestion. Je pense qu'il faut qu'on devienne responsable. Il ne faut pas nécessairement attendre que l'État a fait sa biso nyonso. Vous savez, ce système que l'État il fait ça, l'État il fait ça. Il y a un moment Congo dans la situation tout ça dans le lot. Donc il faut qu'on nous donne, la manne doit tomber du ciel. La communauté internationale doit donner. Mais yo moko parents puisque si ma pêche bon à l'avance. Parce que c'est qu'on aurait pu faire les allocations, l'ONFTS. Il aurait pu se dire aussi, on a bon bien pour la période de sport, beaucoup de documents, non. On te donne ça pour subvenir à tous ces besoins-là. Les montants qu'on fixe dans le club, c'est un montant qui est fixé par l'État parce qu'ils savent que non, au terme, l'enfant a reçu autant. Donc, s'il veut faire du sport, on peut retirer dans les cadres de ses allocations pour pouvoir payer ça. Donc, Toyebaka, à quoi sert l'allocation familiale? Il ne faut pas nécessairement venir dire que non, il faut que ça non, bon, non. On a fait des chèques sport, mais finalement, on s'est rendu compte que ça crée un trou dans la sécurité. Il faut réfléchir à, comment dire, à des mécanismes, à des moyens pour permettre, c'est vrai, aux jeunes de faire du sport dans des bonnes conditions. Mais je pense que la participation des parents est aussi importante. Et à partir du moment où tu as allocation, il y a une allocation familiale, c'est pour les enfants. Donc c'est pour permettre à ce que les enfants passent à la sport, qu'ils plein de jeux. Donc je pense qu'il ne faut pas nécessairement toujours toser la car. Bon, l'État, parce que même sur l'État paye sur 300 €, on retrouve qu'un problème pour dire que non. Moi, il faut assembler sous ça pas toi sport ils appellent cher donc on a payé sous l'État paye pas ça bon pas sombelo. Je pense qu'à un moment donné il faut une photo dans l'État et tout il a déjà fait hein. L'État ça là pour la location familiale un jour permettre de tout compléter. Donc je reviens sur ça. La location familiale les ambons à bana les ambons pour le sport à bana les ambons pour la pleine de jeunes à bango et puis pour compléter pour aider les parents et à avancer dans l'éducation à bana de manière comment dire plus efficace et mieux. Toujours rappeler que le 25 mai, élection à l'île, tout le monde va voter, les Belges vont voter, tout le monde il y a aussi la diaspora, la communauté, la mission de Belgique, les candidats, la population, mais concrètement, Gisèle Mandela, na Belgique, surtout dans la Belgique, on va voter le 25 mai. On se propose concrètement, notre population est remis pour vieillir, ça pose un problème horrible pour mourir, les parents abandonnés. On se propose. Oui, c'est vrai que toujours remarqué que la population a besoin comme pour vieillir, et surtout, ce n'est même pas nous qui vieillissons, parce que le temps pour vieillir, peut-être dans 10 ans ou dans 15 ans. Mais maintenant, mes parents, à cause de la page Alzheimer, il commence peut-être à faire pipi là où la personne se trouve. À ce moment-là, il faut d'abord aller voir un médecin pour voir ce qui a bandit Alzheimer. C'est une maladie que beaucoup ne connaissent pas et nous mettons ça sur le compte de la sorcellerie. Non, ce n'est pas de la sorcellerie. Et sur ça, en parenthèse, j'exhorte vraiment la population à buso sur Moni qui bosa la maman Mikolo, bozo bango nanu, bobo, mais moi pas médecin, bota nande ni baza. C'est le même phénomène que nous voyons dans les maisons de repos. Pas mindé le monde à bossa néa zolo ba, comme n'importe quoi, à dia qui a bossa ni a tiki place boye et tout. Donc il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Deuxièmement, c'est vrai que la population, on a tendance peut-être à parce que c'est vrai que chez nous, pour nos parents à la maison de repos, c'est difficile. C'est difficile, mais maintenant, là, il y a des situations qui font qu'on quitte, qu'on garde dans parce qu'il est peut-être malade, dans notre Alzheimer, ou vraiment grabataire, ou qu'on quitte, à un moment, il faut aller à la maison de repos. Donc, c'est que nous proposons au FDF et à cet effet, il y a une année et demie, au Parlement, avec ma collègue, on avait organisé un colloque sur le vieillissement. C'est la première fois au Parlement, sur le vieillissement des populations d'origine étrangère, pour aborder la question, voir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Non, ce que tu as dans la maison de repos, nous proposons de renforcer ce qu'on appelle des maisons, des habitats kangourous, c'est-à-dire
les personnes âgées, les jeunes, ils partager, les jeunes, donc les jeunes pour veiller sur Bango, et puis Bango peso qui Bango à disposition, mais c'est vrai que toute la communauté congolaise ou africaine n'a pas de maisons. Mais ça, c'est pour nous plus tard, tant comme à Mikolo, nous qui avons déjà peut-être acheté des maisons ou quoi, qu'on partageait habitat kangourouana. Mais autre chose, il y a aussi ce qu'on appelle les habitats groupés. Donc, c'est comme si vous avez un dakou, mais 2-3 personnes là, un superviseur qui est là pour nous aider, pour nous orienter, mais ils restent dans leur maison, dans la chambre, ils peuvent manger, ils peuvent cuisiner ce qu'ils veulent. Mais deuxièmement, ceux qui sont par exemple dans la maison de repos, ce que nous demandons, c'est de leur permettre aussi d'avoir un lien avec leur culture, de mettre en place des projets culturels par rapport à l'origine Nabango, voir aussi s'il n'y a pas au niveau de l'alimentation aussi, une fois par semaine ou je ne sais pas comment, alimentation Nabango, et puis aussi par rapport au culte, permettre aussi de pratiquer le culte Nabango et tout ça. Et surtout, ce que nous préconisons, c'est aussi la formation, il y a aide-soignante, personnel de santé à la maison de repos, ou même dans les hôpitaux, pour comprendre, comment dire, pour comprendre une situation culturelle il y a Batouana et pour mieux les aider. Ils sont aussi cette formation-là pour décharger psychologiquement, en fait, ces professionnels de santé d'origine étrangère. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, là où il y a des personnes âgées d'origine étrangère, ceux qui sont dans la maison de repos, et que ceux qui disent par exemple, dans la maison de repos, donc chaque fois qu'il va y avoir un problème, il y a infirmière ou bien aide-soignante, mais sans pour autant préparer infirmière pour accepter ça. Moi, n'est pas la chose difficile que non, yo za infirmier garçon. Maman moi dans la maison de repos, que le chocolat. Chez nous, ça ne se fait pas. Maman, tu vas la voir nue. C'est pas possible. Donc tout cela aussi, nous avons demandé assez dans notre programme, c'est de voir comment concilier culture, il y a personnel soignant, par la pratique à par rapport à nos populations d'origine étrangère, sur l'exemple que je viens de donner. Donc c'est encore, c'est vraiment mener une réflexion, parce que ce n'est pas encore ancré. C'est mener une réflexion autour de la problématique du vieillissement des populations d'origine étrangère, donc les personnels soignants, parce que la prise en charge de l'humain, elle est pluridisciplinaire, elle est multisectorielle, on ne peut pas juste se focaliser pour dire que notre coach a une maison de repos. Il y a des cas qui nécessitent que tout le monde ait une maison de repos. Je vous ai dit, si on a commis paralysé, parce qu'il faut une infirmière, il faut un kiné, il faut que Moussa côté mais balgo proposé pour que tout le monde balgo proposé que comme islamate Belgique na Congo tout ba ngo vivre na Congo. Oui, moi je suis partisan de ça aussi. Donc oui, il faut on avait proposé ça, on avait fait ça dans une de nos propositions. Signer j'ai dit c'est proposé, on signé, d'autres pays l'ont signé. Et puis d'accord, donc c'est par exemple le Congo qui est nous sommes la nouvelle, on avait parlé il y a quelques temps pour qu'on soit pour mener la réflexion par des propositions qui émanent de nous, pas des autres, qui n'émanent pas voilà, du monde politique, mais vraiment mener des associations. Soyons-nous, et je vous invite le Congolais au lendemain des élections, pour qu'on ne dise pas que c'est une matière purement électorale. Donc, je vous inviterai avec Maman Louise qui va chapeauter cela. Comme ça, au moins, on ne dira pas que c'est une récupération politique. Mais la question est tellement pertinente, tellement importante, qu'on y travaille. Et demain, il y a un colloque à l'ULB. Mardi, il y a un colloque à l'ULB par rapport sur cette question, sur les abandons des personnes âgées par leurs proches. Donc, j'invite les Congolais à aller déjà écouter cette thématique qui se passera à l'avenue, à l'Institut de sociologie, avenue Jeanne, l'Institut de sociologie, vous savez où ça se trouve. Donc, nous allons vous inviter à venir travailler avec nous pour nous permettre, lorsque, si Dieu veut, quand je serai réélu, qu'on revienne avec cette proposition de résolution qui a été posposée à la législature prochaine, revenir avec ça, des éléments, des propositions pour qu'on puisse mettre ça autour de la table et présenter ça au ministre en charge de l'aide aux personnes. Donc c'est une réflexion qui est ouverte. L'expliquer des allocations, je pense que c'est important. Les allocations, j'entends par là la pension
de ces personnes. Si on vous posait la question, quelle femme politique vous inspire le plus? Ah, il n'y a pas qu'une femme politique qui m'a inspirée. Il y en a, je dirais d'emblée comme ça, il y en a 3 que j'aime. Non, il y a 4 que j'aime citer. Il y a Margaret Thatcher, bien sûr, dame des Fers, première femme ministre à rester aussi longtemps dans le gouvernement britannique. Pas toujours d'accord avec son programme politique, mais le fait de voir cette dame-là mener comme ça son pays, le sortir de la guerre de Malouine et d'avoir amené une prospérité au niveau de l'Angleterre. Donc je trouve que en tant que femme, je pouvais que m'inspirer de son courage, de sa pugnacité. Deuxièmement, il y a Simone Veil, Madame Simone Veil qui fut ministre en France, qui a travaillé, qui a beaucoup milité par rapport aux droits de la femme à cette époque-là où cette problématique était difficile à traiter. Donc elle a tenu bon, elle a été au bout de pas mal de projets. Il y a Madame Ekila Lyonda qui m'a fascinée quand j'étais jeune. Cette femme ambassadeur qui avait le verbe quand elle parlait, qui connaissait bien ses dossiers. Donc ce sont des femmes qui m'ont inspirée. Et bien sûr, la mère des femmes qui m'a inspirée, qui continuera à m'inspirer, ça reste Winnie Mandela. Parce que je pense que n'eût été le combat que Winnie a mené, on n'aurait pas connu Nelson Mandela, on n'aurait pas connu l'existence de Nelson Mandela. Nelson serait encore en prison aujourd'hui, et peut-être voilà, en prison jusqu'à sa mort. Et cette femme, elle a vraiment milité à faire connaître ses combats et à lutter contre l'apartheid. Et donc, au milieu de ces hommes, c'est vraiment elle qui était le porte-flambeau de la lutte contre l'apartheid. Et malheureusement, on l'a reléguée un peu aux oubliettes. Et moi, donc chaque fois que j'aurai l'occasion d'en parler, j'en parlerai pour pouvoir la réhabiliter dans le travail qu'elle a mené. Si l'Afrique du Sud est arrivée à ces niveaux, je pense quand même que c'est grâce à Winnie Mandela. Et Nelson Mandela lui-même l'a reconnu, lui-même l'a dit plusieurs fois dans ses interviews. Et si on suit les propos de Nelson Mandela, il n'a jamais manqué de souligner le combat de Winnie, les combats que lui, Nelson, a commencé peut-être pendant 5-10 ans. Après, il a été arrêté. Et Winnie a mené le combat pendant 27 ans. Enfin, bon sang, moi, je tire mon chapeau bien bas à cette dame dont je porte un peu le patronyme, parce qu'on m'appelle Gilles Manda, et puis je fais un peu référence à cette famille sud-africaine, Nelson et Winnie. Et donc voilà, c'est la femme qui m'a le plus inspirée dans les combats. Et c'est une femme de poigne, c'est une femme qui n'a pas eu peur, que ce soit des assassinats, des insultes, des incarcérations, d'assignations à résidence, mais elle a tenu bon. Et voilà, donc c'est un modèle des femmes. Et aujourd'hui, je voudrais saluer aussi Sirleaf Johnson, bien sûr, de la Sierra Leone, et la nouvelle présidente de la République centrafricaine, Madame Samba. Et donc j'espère qu'elle sera réélue à la tête de la République centrafricaine, parce que je sens qu'elle a de la poigne, et puis elle est tenace. Donc voilà. Autre point bien, je crois que la Libérie après guerre, après la crise, moi c'est à du pouvoir. Centrafrique, moi c'est à du pouvoir. Question, et la Suisse, Congolais, la Suisse, Bengi Bisso, Bengi Miko, Pasteur Bobo, papa moi la Suisse. A benga qui peut me passer beaucoup question en goyo dans le retour na yo. Est-ce que Gisèle Mandaïla a l'ambition présidentielle na Congo, lobby au comme mokoz na Congo, tout le monde va beaucoup belé cette crise ali baté basi. Est-ce que bazo préparer yo mo aux ambition un jour aux la mokoz na Congo, moi c'est Bosso na Congo président. Oh là là, mon Dieu, quelle question. Question difficile. Je pense que quand on est femme politique, quand on est politique, on a de l'ambition. On doit toujours avoir de l'ambition. On doit toujours essayer d'aller plus loin que ce qu'on a aujourd'hui. Mais à l'heure actuelle, je n'ai pas cette ambition-là. À l'heure actuelle, mon ambition, c'est être parlementaire à la région bruxelloise pour porter haut les couleurs de Bruxelles, pour défendre, comment dire, pour défendre mes concitoyens et porter les spécificités de cette communauté aussi au Parlement. Je pense que c'est ça l'essentiel. Quelque part, la Bible nous dit on doit être acteur de là où on est. Hein, à l'instar d'Esther, elle a travaillé dans le pays d'accueil
pour libérer son peuple. Donc je me dis aujourd'hui, ma mission, en tout cas à court terme, c'est d'abord demain, que Dieu me fasse grâce de pouvoir arriver au Parlement, de renouveler mon mandat au Parlement pour continuer le travail que j'ai fait par rapport à cette population ici qui vit des problèmes de discrimination, des problèmes de racisme. Donc je pense qu'il faut qu'on soit là pour pouvoir lutter aussi contre ça. On n'a pas dit que ça va se terminer demain, mais au moins commencer déjà à jeter des bases pour préparer le terrain pour nos enfants. Bon, je ne suis pas encore très vieille pour quitter la politique, mais on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Si maintenant mon destin est demain de briguer la magistrature suprême au Congo, bah, ma foi, pourquoi pas, mais ça suppose qu'il faut changer de nationalité. Mais à l'heure actuelle, avec ma nationalité belge, je ne peux pas aller briguer cette magistrature suprême, et je vous avoue que je ne suis pas prête aujourd'hui à aller briguer ça. Mais, comme disent les Arabes, Inch'Allah, si Dieu le veut, peut-être, donc une femme politique ne peut pas fermer les portes de son ambition, de ses ambitions politiques ou de ses projets. Mais bon, vraiment, je vous dis, à l'heure actuelle, cette ambition d'aller briguer cette magistrature suprême au Congo, elle est loin, et je ne l'ai pas aujourd'hui, mais bon, qui sait, demain, voilà, il ne faut jamais fermer les portes, comme on dit. D'autant au maquillage, au penseur là. Non, pas vraiment. Par moment, je me dis oui, je peux aller faire de la politique au Congo, parce que quand je vois la situation dans laquelle ces grands pays se trouvent, j'ai parfois de la rage dans mon cœur. Je me dis, mais bon sang, il faudrait quand même qu'on aille essayer d'aller bousculer un peu les choses, et peut-être essayer d'aller mettre la main à la pâte pour essayer de contribuer au développement de ces pays, et surtout sortir les Congolais de cette situation de précarité, et surtout de cette situation où on n'est plus considéré, enfin, au niveau international, le Congolais n'est plus considéré. Par moment, oui, j'ai cette rage-là de dire, je vais aller faire il faut que j'aille au Congo pour essayer peut-être de faire de la politique, ou peut-être, je ne sais pas, faire ça autrement. Mais je n'ai jamais pensé d'emblée comme ça, me dire oui, demain je vais aller devenir président de la République démocratique du Congo. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont suggéré cela, il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question, mais j'avoue que non. Je pense que si je dois rentrer au Congo aujourd'hui, je serais peut-être plus efficace en étant peut-être parlementaire. Je viendrais peut-être avec un souffle nouveau. Je ne sais pas, mais je vous avoue que dans l'immédiateté, non. Mais bon, on y pensera, puisque la question vient souvent. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y a quelqu'un d'autre qui m'a posé cette question. Mais là, j'ai pris au dépourvu, je n'avais pas répondu. Mais là aussi, je me dis, bon, finalement, ça vient qui sait, peut-être que c'est la main de... C'est peut-être une prophétie, hein, on verra, hein, je ne sais pas. Mais bon, il ne faut jamais fermer les portes. Pour rappeler que aux alliés, motomoine de Liboso, aux Congolais à Liboso, aux Congolais ont assiégé dans le gouvernement fédéral, dans l'Europe, en Belgique, ou en Europe, en Occident. Mais question en gros, quand tu vois pendant le drame net à Kikwiti, tout le monde pour trouver l'actualité, Kikwiti, ville moko, courant-alité, organisé concert, il y a plus de 30 000 personnes baillées. Courant Katani avec le groupe électrogène, il y a Koufi. Il y a au siège dans le gouvernement. Quand nous sommes dans Cambouan, bon, d'abord, je voudrais présenter mes condoléances aux familles des victimes. Parce que c'est vrai que c'est un drame humain. Quand on perd ne fût-ce qu'une personne, c'est dur. Mais alors 30 personnes dans une ville, en plus lors d'une activité festive, et surtout qui commémorait le 40e jour de King Kester, un enfant de Kikwit. Non, c'est vrai que c'est difficile et c'est dur. Moi-même, je suis natif enfin, je suis originaire de Bandundu. Je me dis, qui c'est peut-être un membre de ma famille, peut-être... Parmi ces décès, je n'ai pas encore eu d'écho sur ça, Dieu merci. Mais c'est vrai que ça fait mal de voir que pour un concert qui aurait pu bien se terminer et que ça se termine dans ces genres de situations. Mais oui, je dis oui, quelque part, il y a une part de responsabilité de l'État, des pouvoirs publics. Pourquoi? Parce que il n'est pas concevable qu'au niveau de la RDC, avec ce que nous avons ce que la RDC a comme potentialité énergétique, que le Congo soit encore dans ces conditions de manque d'électricité dans certaines régions du pays, et alors qu'il alimente
Brazzaville, une partie de l'Afrique du Sud. Donc oui, en tant que femme politique, comme je vous ai dit, qui est au service des citoyens, ça fait mal, et je pense que quelque part ça doit interpeller le gouvernement congolais, ça doit interpeller le gouvernement provincial pour pouvoir aujourd'hui arriver à mettre en place ce système. C'est vraiment les choses, je dirais, élémentaires aujourd'hui dans le monde. L'électricité, l'eau, ce sont aujourd'hui des besoins, je pourrais dire presque vitaux pour le développement, non seulement pour le développement de chaque coin du pays, et aussi pour les citoyens. Bon, voilà, donc je ne peux que déplorer cet état de fait et peut-être inviter le pouvoir public congolais, au travers de ces drames, de revoir un peu sa stratégie en termes d'énergie, en termes de déploiement énergétique au niveau de toute la RDC. Il n'est pas normal que au XXIe siècle, qu'il y ait des parties comme ça de la RDC qui fournit l'électricité ailleurs, puisse manquer comme ça de l'électricité. Et voilà les drames qu'on vit quand on n'arrive pas à mettre en place une vraie politique qui tienne compte des citoyens. Que répondez-vous aux gens qui disent que sans les partis extrémistes flamands, il n'y a pas de FDF? Bah, je ris parce que le FDF existe depuis 50 ans. Et les FDF continuera à exister encore, je pense même après nous. Pourquoi? Parce que nous avons toujours eu un programme socio-économique au FDF. Au-delà de la défense des minorités, au-delà de la lutte contre les extrémismes, parce que je pense que oui, on est fiers d'être FDF et de pouvoir lutter contre les extrémistes. Pourquoi? Parce que ce sont ces extrémistes-là qui sont des antidémocrates et qui ne veulent pas de la démocratie, qui mettent en mal en fait cette démocratie et qui ont comme ça des politiques qui vont à l'encontre de la dignité humaine, des politiques telles que le refus du regroupement familial qui est totalement discriminatoire, le refoulement des personnes d'origine étrangère dans des conditions pas possibles. Ce sont des politiques des extrémistes, de l'extrême droite. Et donc voilà, je dis que le FDF existe depuis 50 ans. Le FDF continuera à exister parce que nous avons toujours eu un programme socio-économique. Nous avons eu depuis l'avènement de la région bruxelloise, ça va faire maintenant 24 ans, quelque chose comme ça, nous avons toujours des ministres FDF qui n'ont pas traité des matières institutionnelles, parce qu'au niveau de la région, on ne traite pas de ces matières-là, qui ont traité des matières, que ce soit l'environnement, le tourisme, le commerce extérieur, les monuments et sites, beaucoup des choses qui sont mises ici à Bruxelles, surtout en termes du patrimoine, c'est l'œuvre, c'est le travail des ministres FDF. En matière d'environnement, à Bruxelles, la propriété, quand nous l'avions dans notre portefeuille, ce sont les faits des FDF. Donc les FDF sont aux commandes, ben, la gestion elle est saine. Regardez les communes de Woluwe, Saint-Lambert, où M. Menga, notre président bien-aimé, et bourgmestre, c'est une bonne commune. Regardez Oderghem, où M. Gozoa, notre chef de file à la région, j'espère ministre-président après le 25. Regardez la commune d'Oderghem qui est bien gérée. Boisfort, pendant, je dirais, presque 20 ans, 25 ans, a été bien géré par les FDF, la personne de Martine Païfa. Scarbeck, avec M. Claire Fahy, ou aujourd'hui même les communautés maghrébines et les communautés étrangères qui vivent à Scarbeck plébiscitent Bernard Claire Fahy qui a sorti Scarbeck du marasme économique. Et donc voilà, quand nous sommes aux commandes, les FDF travaillent bien, ils travaillent en bon père des familles. Donc, tant qu'il y aura des extrémistes, oui, vous trouverez toujours les FDF. Quand les extrémistes ne seront plus là, et j'espère, le FDF sera toujours là parce qu'il a deux volets. Il y a tout le volet socio-économique sur lequel nous travaillons. Donc voilà. Une bonne partie, il y a des électeurs nayo, balingala. Bien que yo, patibeli bavotakayo, na électorat belge des souches. Bango, c'est confirmé dans l'élection passée. Mais à quand lingala na babiro, lingala na administration, est-ce que vous pensez à la montée, au parlement, au Bundaka, pour la défendre. À quand lingala na commune?
Mais oui, voilà, ça c'est très bien cette question parce que c'est une question, c'est une préoccupation des FDF. On parle de l'apprentissage des langues. On ne dit pas qu'il faut apprendre une langue, on dit l'apprentissage des langues privilégiées, l'apprentissage des autres langues, que ce soit l'anglais, l'allemand, l'espagnol et tout. Mais ce que nous disons aussi, à partir du moment où Bruxelles est multiculturelle, il y a beaucoup de communautés, ben ça c'est vraiment une proposition de M. Manguin, c'était aussi d'instaurer la pratique d'autres langues, d'avoir peut-être un fonctionnaire qui travaille à la commune, qui peut orienter les personnes dans sa langue, que ce soit en lingala et tout ça. Mais le tout c'est de voir maintenant, dans ces communes-là, il faut voir maintenant la proportion des personnes d'origine étrangère. Parce que, par exemple, si vous êtes à Ixelles, où on sait qu'il y a beaucoup plus de Congolais, ben voilà, il peut y avoir un fonctionnaire qui parle lingala pour pouvoir expliquer certains dossiers ou orienter les gens en lingala, qu'il y ait aussi des écrits en lingala pour donner l'information. Oui, au FDF, on est totalement ouvert à ça et malheureusement, ce sont des questions qui ne se discutent pas nécessairement au niveau du Parlement, mais c'est une question sur laquelle nous travaillons et nous sommes totalement ouvertes. Bon, ben, on va encore essayer de voir quelles sont les modalités pratiques et sur base de ça, oui, si c'est au niveau de la région qu'il faut proposer la question, oui, je propose, la question sera proposée parce que FDF, nous portons cela en disant, oui, et pourquoi pas l'arabe, pourquoi pas les lingala ou le swahili, parce qu'on a aussi quand même tous les gens de l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas les wolof aussi. Oui, je pense que, oui. C'est une très bonne question, mais ça se trouve déjà dans notre pipeline au niveau des FDF. Nous allons voir maintenant comment essayer de concrétiser cela. Ça va prendre du temps, hein, il y aura peut-être avoir des récalcitrants, mais la question, elle est, je pense qu'elle est ouverte pour nous. On va tenter de voir comment est-ce que nous allons faire cette proposition. Ça a été un plaisir pour nous d'avoir Gisèle Mandela, que les Belges appellent Gisèle Mandela, avec nous, Mandela avec nous. On vous laisse 2, 3, 4 minutes parler des élections, comment les gens vont voter, ils vont vous trouver où, et puis message 2 minutes. Bon, je vais d'abord essayer de prendre le temps pour expliquer comment voter. Moi, je suis FDF, hein, je suis sur la liste FDF, liste numéro 6, et je suis 8e. Comment les élections vont se passer? Il faut arriver à... Quand vous recevez votre carte magnétique, vous l'introduisez dans l'urne. Sur le côté, on a urne, on a langue et français ou néerlandais. Donc, on poni français. Tant on a français, après ça, nini ba bimisolo ba liste ba élection régionale, fédérale ou européenne. Donc, maintenant, nous, je pense région. Donc, tu cliques élection régionale. Tant on clique dans l'élection régionale, ba liste... il va partir au BIM. Donc, bisosa numéro 6, FDF. Donc, ok, on clique au poni FDF. On y a na FDF. Quand on y a na FDF, on a sur la liste de BIMI. Et on a écrit les listes de candidats sur BIMI. On a numéro 8. Donc, on a la première colonne numéro 8. Donc, tant on a soit tant na yo, tant on a urne. Soit tant il y a Luka. Au Lukiti, au monde, on a Mandaïla Gisèle. Alors, on a créé un yo au fini. Il faut que la penso monique et noircir moni et ça li penza couleur ni il y a écran échangé moi moké na kombo nanga après wana okiti OK oponi Olivier Kayomo à 27e. Pourquoi? Parce que loi et permettre binobo voter pour na batu et belé la liste. Donc oponi Olivier Kayomo au tali bien que kombo na pesa noirci au mati au voter numéro 1 na buso Didier Gozouin puisqu'il y a un chef de file Nabiso, donc il faut avoir belé pour Nabiso. Et puis après, ok, on voter candidat suggéré pour voter Martine Peifa, qui est numéro 72e parce que je travaille beaucoup avec elle. Et puis après, ok, on voter numéro 12, Valérie Nzouzi, Aza suppléant. Il va suppléant, on voter numéro 12. Et puis on voter Oyo Linginet numéro 2, Nabiso, na collaborateur Nanga, Michael Vossa, on voter pour Nabatouana. Et puis après, on valide. So, on valide, mais avant de valider, on vérifie bien que comme on a Gisèle Mandaïla Gisèle, les a bien noirci, bateau na Sibino na Olivier Kayomo, Didier Gozouin, on vérifie bien. Pour mon écran et boujaka, cause ayo kanisi au Gisèle Mandaïla, mais qui peut-être na moto à numéro 7 ou bien qui na moto à numéro 9. Donc on vérifie bien que ça pensa comme on a Olivier na bateau na Sibino na
Martine, Didier, après on validé. Ce aussi sont validé, après et élection fédérale. L'élection fédérale peut opposer sous FDF, opposer M. Mengen pour M. Mengen pour y billet. Il y a des défendre le francophone. Il n'a pas froid aux yeux. M. Mengen est constant. Alors, la vérité, je pense qu'il faut voter la vérité. Il faut voter pour les droits à l'étranger. Vous votez pour Olivier Mengen. Et puis, vous votez pour la numéro 7. Puis, vous votez pour suppléant Marie-Paul Tchombe. Marie-Paul Tchombe na fédéral, mais na ni numéro na été. Mais bon, vous votez pour Naïbi Azan de Ronabino. Puis après, vous validez. Puis vous êtes en Europe. Vous votez numéro 1 en Europe. Vous votez numéro 2 en Europe. Et puis, vous votez na Laurent Noël. Laurent Noël. Ah oui, vous votez na Laurent Noël. Et puis, donc voilà. Bon, après ça, vous validez. Soit vous si vous validez, donc c'est très très important. Il y a qu'à voter pour la Gisèle Mandaïla, la FDF, pour c'est important. Tous on a le Parlement pour continuer tout ça là qui. Et puis, sur les possibilités, nous pour tous aller belé. Donc voilà. Bon, ça l'erreur de non, tout lingi était tout. Pour ça, besoin en fait, besoin de détruire communauté. Donc, moi, je dossier na bino na likolo ezate puisque ça sert surtout zate mutakolobelango azate. Comme je dis toujours, autant mieux tozala. Même si on dit que non, il faut tous aller pour nous aider, puisque tout ça pour mon côté, tout ça pour la communauté mobimba. Je crois que non, on peut-être rendez-vous dans mon qui était na dossier à résoudre qui dossier alors on a boy non. Peut-être dossier na o tu croyais qu'on résoudre en côté, vous avez peut-être la compétence dans peut-être difficile, mais dossier en de comme sous tu croyais qu'on résoudre en gros et tout donc beau peut ça va voir pour Tozala, donc continuer Moussa Tobandaki. Et puis je pense que le fait de Tozala, c'est aussi un peu une fierté pour la communauté Nabus. Tout le monde va dénigrer la communauté congolaise. Donc, ce moment quand même que Tozala bat, ça au moins, ils ont la moi, Bosotoana, Bambela, Congolais. Et ça donne une fierté pour Nabus. Donc, ce sont des éléments comme ça, il faut tout mettre à Namutu, tout le baquet, nous, il faut bazar. Moi, ils ont quoi, vous avez un NASA, vous avez biété. Mais vous voyez que les Congolais m'ont dit que NASA kuna est-ce que va fuser kinda est-ce que vous voyez bien mon conseil là que non à Congolais NASA kuna sur ba longolais na musala est-ce que ça a bien non donc je pense que allons plutôt dans cet esprit là de voter pour les nôtres so monique aux arana au muta au lingin aux anu muta parti mususu neti aux aramutu ata CDH ou bien aux amutu ya PS so biko alors voter pour la batabatu mwindi ya PS et tout. Mais on sait quand même, beau voter d'abord pour moi, c'est normal, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et puis l'expérience aussi est là. L'expérience est là par rapport au travail qu'on a fait, par rapport au dossier, par rapport à la maîtrise, il y a méandre, la politique belge, Tozawana. Donc donnez-moi des voix parce que je peux vous garantir au moins mon expertise et mon expérience, je le mets au service des spécificités de notre communauté. Donc voilà, donc message à Zaki Nango Yangwana, vraiment la 5 minutes merci d'avance pour Naïbi Kibochama beaucoup pour que lobby Toza. Donc on a besoin de 3500 voix. 3500 voix, c'est pas ici qu'il faut, c'est pas facile, mais je sais que Bino beaucoup, c'est 3500 voix là. La communauté Nabiso, c'est faisable, je peux les avoir et tout, donc je compte sur vous et je compte aussi sur la grâce du Seigneur pour me permettre de pouvoir aussi retourner dans ces champs. Comme on dit, hein, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Donc, vous pouvez absolument voir pour que tu continues à moissonner dans le champ et le Seigneur. Alors, sur ce Barbie, on est très proche de la communauté. Et ça, expérience, tout Non, je pense que j'ai toujours été proche de la communauté. Et comme j'expliquais, le travail que je fais pendant mon année, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a eu une mauvaise interprétation par rapport à mes actions, par rapport à mes combats au Congo. Je pense que les gens m'ont j'ai toujours été proche des gens. J'ai fait mon travail dans le lobby. Mais pourquoi tu as eu le sentiment que c'est qu'on est proche? Non, je pense que les gens ont compris
le travail que je fais peut-être par rapport à ce qui s'est passé à l'aéroport. Et pourtant, ce sont des choses que j'ai toujours défendues. Et aussi parce que aujourd'hui, Binopeba Média, vous êtes venus vers nous pour me permettre, et je vous remercie, pour me permettre d'expliquer aux Congolais les enjeux par rapport à Bakamboyo. Et puis, pour me permettre de m'exprimer, d'expliquer un peu, et peut-être de lever un coin du voile par rapport à ce qui s'est dit sur ma personne. Il faut vraiment dire le mot. Je pense qu'on a monté une cabale contre moi à tort. Hein? Peut-être que non, il y a une distance par rapport à la communauté. À un moment donné, tu dis soko ni tolingo bima ozoka ba menace tout le temps soko ayena matonge toko beta ye soko asali boye toko enlever moi na ye ainsi de tu sais je suis une mère tant ozoyoka ke bazo biso que non ba ko enlever moi na yo ba ko beta yo ba ko tiko mutakala et tout tu te dis à un moment bon je préfère peut-être laisser passer hein le temps que les esprits s'apaisent pour après venir dialoguer plutôt que de faire le forcing et tout tant na osa forcing wana les gens vont se braquer. Donc c'était aussi ça. Je devais me préserver par rapport au travail que je fais. Et surtout, je devais préserver mon fils. Moi, je suis quelqu'un qui a du sang chaud et tout. Je me suis dit, ce qui n'a qu'à comme ça l'affrontement, ça risque de porter préjudice. Peut-être on va comprendre. Et puis, on ne sait jamais qui on aura en face. Les esprits vont s'échauffer avec le risque que peut-être voilà, qu'on fasse du mal à mon enfant et je crois que c'est l'instinct maternel qui a fait que je me suis aussi sur conseil d'autres qui a fait aussi que je devais peut-être prendre un temps de recul en étant seule mais tout en continuant à travailler pour la communauté hein. J'ai toujours travaillé pour la communauté les actions de la lutte contre la drépanocytose je suis toujours là la lutte contre les violences faites aux femmes en RDC. Donc je suis toujours là. Et là encore, je suis dans un projet pour lutter vraiment pour qu'on mette en place un tribunal pour le Congo, pour vraiment punir en fait les auteurs de viol et tout. Donc c'est le travail que je suis en train de faire aujourd'hui. Un travail dangereux et tout, parce qu'il faut trouver des témoins. Il faut donc quelque part... je mets aussi comme ça ma vie en danger parce que je ne sais pas demain ce qui va arriver par rapport à ces bourreaux. Mais c'est un travail que je vais continuer parce que je me dis non, la peur ne doit pas m'habiter. C'est une vocation que j'ai de pouvoir défendre les causes, les injustices et surtout quand c'est fait aux femmes. Donc je vais aller jusqu'au bout. Donc c'est ça aussi, peut-être que les gens n'ont pas compris. On ne peut pas non plus s'exhiber tout le temps. Il faut être aussi un peu en recul. D'abord travailler, et dès qu'on a des résultats, à ce moment-là, on vient vers les gens pour expliquer un peu ce qu'on a fait. Je me dis quelque part, le collectif des femmes congolaises pour la paix dans lequel je suis, on a contribué aussi un peu à la fin de cette guerre avec le M23 et tout, parce que nous n'avons pas cessé d'interpeller ici pour que les gouvernements d'ici puissent prendre les mesures par rapport à cela. Et ça se fait, ça se fait. Donc c'est pas un truc que je devais crier sur le toit, mais il faut d'abord travailler en gros. Une fois qu'on arrive au résultat, on peut venir expliquer le résultat. Merci je vous remercie les médias de me donner en fait l'occasion de pouvoir expliquer ce que je fais. Il n'y a jamais eu de distance par rapport à la communauté. Il y a eu un petit recul et surtout, j'espère qu'on s'est compris et que nous allons travailler ensemble maintenant, j'espère, main dans la main dans la communauté pour la question de la RDC. Mais comme je le dis toujours, les méthodes sont différentes. Donc, on a toujours nos méthodes. Pasteur Bobote, nous, on a nos méthodes, vous avez vos méthodes, mais il y a moyen de travailler de manière, travailler en synergie, en convergence, pour que les dossiers puissent avancer. Il y a des gens qui sont plutôt, je disais manuels, d'autres qui sont dans la réflexion. Donc il y a moyen de conjuguer les deux. Nancy Balandio, vous avez été vraiment suivi. Nous vous disons merci, que Dieu vous bénisse. Bonne chance le 25 mai. Nous espérons que nous allons encore nous revoir ici. Peut-être avant le 25 et après le 25. On va se revoir ici pour développer. Merci. Mais moi, je place ma confiance au Seigneur. Et donc, je me dis, celui qui bâtit avec les seigneurs aura la victoire. Et j'ose croire que j'aurai cette victoire avec Dieu. Je vous remercie. Merci.
bata États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bolandaka micro pasteur bobo eza kitoko nga pe na uti penda Autriche ko nazokende nazozonga Autriche kaka pona micro pasteur bobo oye eza elengi sukali